Vous n'avez jamais été enceinte? Et ça veut dire que vous avez une IVG, ça? J'en ai eu 2. 2. Médicaments, aspiration? Les 2. Vous vous rappelez en quelle année c'était? Aspiration, c'était à mes 20 ans. Ça veut dire en 88, en 2008? Après, C'est ouais. ça, hein? Après, ouais. Et puis médicamenteuse? Et il y a 4 ans. En 2000? 2014, je crois, Ouais. 2015. Donc vous êtes très fertile quand même, hein? Vous ne devriez pas utiliser que le préservatif, hein? C'est pas suffisant. Ça vous coûte cette IVG ou c'est pas trop difficile pour vous? Allez, on y va. Vous voulez voir l'écran ou pas, vous? Vous voulez voir ou pas? Allez, on va regarder. C'est pas gros, hein? Donc là, oui, c'est votre utérus, ça? Hein? D'accord? Ça, c'est l'œuf. C'est pas la tête, hein, n'ayez pas peur, ça. Ce truc-là, c'est pas la tête. Hein. Voilà l'embryon. Il est là. C'était en été. J'étais sauveteur. J'avais 20 ans. J'étais dans la salle de bain de la maison de chez mes parents où j'habitais à l'époque. Et j'ai fait le test. Et il était positif. Je pense que je sortais de ma douche, donc j'étais en peignoir. Puis je me souviens de complètement figé. Je sais pas, tout est devenu blanc, bleu, je sais plus. J'avais l'impression de trembler, j'avais froid, je me sentais absolument pas bien. J'avais l'impression de shaker, je tremblais, j'étais tellement pas bien. Je suis revenue ici dans ma chambre, je me suis allongée. Je pense que je suis restée là pendant longtemps à juste regarder le plafond. I remember very clearly being in this bathroom and being very sick and not being able to get up. Like I was so weak. And I think actually when I think back to this moment that my mother already knew but didn't know how to broach the subject with me. Like she couldn't bring herself to ask me if I was pregnant or to even say that she thought that I was pregnant. So she basically enlisted my aunt to be the person to deal with it. So my mom drove us to my aunt's house and we went to a clinic nearby. Le jour où j'ai vraiment compris, c'est quand je suis allée justement à ce fameux premier rendez-vous chez le gynéco. Elle nous a pas parlé comme des enfants, elle nous a parlé comme un adulte, sauf que à 15 ans, on n'est pas vraiment adulte. Et ensuite, quand elle a fait, l'échographie, il m'a dit, bon, allongez-vous, tout ça. Et quand elle a regardé, mais c'était dernière, elle regardait, elle disait, ah oui, effectivement, vous êtes à un stade avancé. Là, il fait, je pense, à peu près 4 mois et demi, 5 mois, si je me trompe pas. Enfin, c'est un peu d'une manière... tout est normal, et il te sort ça comme ça. Et après, il commence à mettre... j'ai rien demandé, j'ai rien dit. J'étais là, je regardais. Déjà, tu comprends un peu que ça y est, il y a quelque chose, quoi. Et c'est là qu'après, sans que je dise quoi que ce soit, il a mis les battements de cœur. Et c'est vrai que ça choque. Après, c'est vrai qu'avec le recul, tu te rends compte, tu dis quand même, il a fait ça, c'est pas bien, quoi. Sur le moment, tu sais pas, tu connais pas, tu connais rien, et il te met ça, maintenant, je sais que c'était pour me faire comprendre, garde cet enfant, moi, je pense pour lui, c'était ça, que je garde l'enfant.
I feel incredibly overwhelmed and alone, even though I have a large support system. It seems like no matter what anyone says, good or bad, I feel like they're not helping. I'm looking for answers that only I can answer, but how do I choose to end the life of my first child without feeling incredibly weak and unstable? How can I choose to keep my child when I am incredibly weak and unstable? How do I know I'm making the right decision when it could very much be the wrong decision? My mother is too dysfunctional to help me. When I found out I was pregnant, I was stuck between like a rock and a hard place. I wanted to keep it. I felt like at my age, it was something that I could have done, you know, at 30 years old. But because I wanted to continue to move forward in my life, I was like, okay, well, I want to think about what I want to do, but I'm sort of leaning more towards keeping it. Moi, je ne savais pas si je voulais avoir un bébé ou pas. C'est pas rien de prendre cette décision-là à 16 ans. Moi, c'était peut-être la première fois, je crois, de ma vie où j'allais à l'hôpital. Donc déjà, j'avais super peur de l'hôpital. Enfin, je savais pas trop où j'étais. J'avais surtout peur qu'on me reconnaisse. Voilà, parce que j'étais pas super fière de moi à l'époque. Pas parce que j'avais fait une connerie, mais c'était plutôt... Enfin, j'assumais pas du tout être en couple. Il y avait un truc autour de la sexualité qui me dérangeait. J'en parlais pas du tout avec mes parents, j'en parlais avec personne. Et du coup, moi je vivais ça, mais j'avais une honte pas possible. Je pouvais pas du tout en parler, je comprenais pas ce qui se passait trop. Et en même temps, j'avais mes copines qui en parlaient pas du tout, quoi. Ça veut dire, voilà, on est trop jeunes, on était à sortir avec un garçon, faire un bisou. Moi, j'en étais pas là. Et du coup, j'osais pas du tout en parler, quoi. Et pourtant, j'avais pas de pression sociale, j'avais pas de pression de mes parents, j'avais jamais eu aucun discours là-dessus, j'avais jamais eu d'autorisation ni d'interdiction. Mais en tout cas, moi, c'était impossible pour moi de dire que j'avais une sexualité. Et cette grossesse, elle est arrivée en disant, là, pour le coup, je peux pas faire semblant, quoi. Mais c'est vachement dur, c'était la peur du jugement, hein, déjà d'avoir une sexualité, et puis voilà, de pas avoir fait attention, quoi. Alors je savais très bien comment il fallait faire attention. Mon père nous disait très jeune, il nous a inculqué le concept de la responsabilité. Tu sais, je suis responsable de moi, je suis responsable de mes actions, je suis responsable de mes paroles. Fait que pour moi, le fait de tomber enceinte, c'était pas la faute de personne. Tu sais, pour moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, puis ma culpabilité venait du fait que je savais que c'est pas à cause de mon éducation, c'est pas à cause de mes parents, c'est pas parce que ma mère m'en avait pas assez parlé, c'était pas parce que mon chum avait pas fait attention. Moi, le fait de tomber enceinte, c'était ma responsabilité. Tu sais, mon chum, il savait probablement même pas quel genre de contraception je prenais. Tu sais, c'est comme moi, c'est mes choses, puis comme je savais comment ça allait finir, tu sais, comme je savais que j'allais mettre un terme à ma grossesse, la culpabilité venait du fait que j'aurais dû être plus à mon affaire, tu sais. Je me sentais honteuse de la décision de ne pas le garder, de pas garder cet enfant ou d'avoir à avorter, parce que je m'étais toujours vue comme, si jamais ça m'arrive, moi je vais être capable de le garder, cet enfant-là. Puis c'est ça, parce que je suis une personne qui a toujours réussi à faire les choses, puis comme donnez-moi des défis, je vais les faire. Puis ça sera juste un autre dans ma vie, ça c'est le destin, puis let's go, je serai capable. Sauf que, et c'est ça, et que je l'ai pas fait, ce défi, ou j'ai pas réussi à le faire. C'était là où j'avais un peu honte et je me sentais que j'avais failli à ma tâche, mais c'est
c'est qu'en fait, j'avais mal vu ça parce que quelqu'un qui garde pas l'enfant, c'est pas qu'elle a pas réussi à... C'est pas un défi, en fait. C'est pas de pas avoir réussi un défi non plus, de décider de pas le garder. À élever un enfant, c'est pas un défi que tu réussis. C'est juste... C'est un autre scénario, c'est une autre histoire, c'est une autre manière de faire ta vie. Et ça, c'était pas la mienne. Et ça m'a pris du temps à moi le concevoir. Après aussi, je pense que ce qui me faisait pleurer beaucoup, c'était le fait d'être tout seul là-dedans et de pas être... Même pas de me sentir incomprise, juste de me sentir tellement loin de tout le monde avec qui j'avais besoin d'être, puis me sentir polie, mais d'être incapable de leur parler de ça, donc de me sentir loin, de me sentir dépouillée de tous mes points de repère. Mais je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de force de pouvoir en parler, et ça, j'étais incapable de la trouver à ce moment-là. Donc ouais, ça a été juste de me fermer complètement à tout le monde. Et en amont de tout ça, c'était de ne pas en parler à mes parents, mais surtout à ma maman, qui était pour moi c'est un peu celle que je regarde de haut, celle pour qui tout ce que je fais, c'est un peu pour être fière, pour qu'elle soit fière de moi, pour que tout se passe bien, que si ma vie se passe bien, se déroule bien, c'est pour qu'elle soit fière de moi. Puis après, j'avais vraiment peur, je pense, de rencontrer ce sentiment de honte chez elle. Et ça, je sais que j'aurais été incapable d'y faire face. Donc... J'étais perdue. Enfin, vraiment, j'étais complètement perdue. Je savais pas trop, je me suis dit comment mes parents vont réagir. Je me suis dit mais tu peux pas annoncer ça quoi. Enfin, si tu peux t'échapper de ça, tu le ferais, sauf que tu peux pas. Enfin, c'était là et c'est ça que j'ai vu ma mère, forcément. Et elle m'a regardée et forcément elle s'est mise à pleurer quoi. Et ouais. J'ai vu quand même qu'elle était... En fait, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était... elle était déçue. J'ai vu la déception, quoi. C'était ça, en fait, le plus dur. My mom is a very, very emotional person and has like panic attacks and like high anxiety, and it was not something that I was like ready to tell her, you know. But I did. She was home and I was there and I said, I want to tell you something. And she said, what? And she looked at me like she knew what I was going to tell her. And I said, I'm pregnant. And she was like, she was happy. She was really happy. And she was like, I'll help you. Do you want to move in? I'll help you. Like, you can do this. And, you know, immediately part of me was like, yes, I want to do this because I want it to be good. But I immediately also thought about how my siblings live there with their kids and how they're still very dysfunctional and how it would have just turned into me taking care of everybody else and not me getting the help that I would have needed. You know, my mom got sick, really sick when she was 30 and her lungs collapsed and she was in the hospital for a year. And this was after my dad had passed away. So it was just the four of us kind of around with no place to really go because my mom's family said that they wouldn't take us, and my dad's family was just too dysfunctional with like the drugs and the abuse in their family that it wasn't a place that we could go. So I can visualize what life was like at that time, and
I don't think that... Am I going to end up like my mom? Am I going to end up on welfare? Is my life going to go in a direction that I always worked so hard for it not to? My mom had a very, very difficult time when I told her that I was going to have an abortion. I didn't know anything about sexuality or sexual education or about like what was going on with my body. Sex just happened without me really knowing what was happening or how it was supposed to happen or what I was supposed to do or say or feel. It was just like a thing that happened one day. And that was it. After I came out and we found out I was pregnant, the nurse was like, okay, well, what are you gonna do? And my aunt was like, we're gonna get an abortion. And the nurse was like, and I don't remember this, my aunt told me this, that the nurse was like, well, what does she want? And my aunt was like, it doesn't matter. Basically, my aunt was like, this is what we're doing. Don't ask her anything. It's this is what's happening. And she called my parents, but my parents were like, we don't know what to do. Like, my parents didn't talk to me at all about it. They didn't want to talk to me about it. They were not part of the conversation. It was like me and my aunt, and I was not even in the conversation. My aunt was like in charge. And so she was like, okay, well, we're gonna get an abortion. And so we went back the next day, and that's how I got the abortion. Right after the abortion, the thing that I remember the most is that I went back home with my aunt, and she put me to sit in her bed, and she gave me a bowl of Lipton noodle soup that I was eating in her bed. And then we never talked about it again. On est vite. Voilà, vous pouvez vous rhabiller. Donc la décision pour vous était évidente tout de suite, ouais? Oui. D'accord. Ok. Et qui d'autre le sait? Ce qui était censé être le père. Oui. Ce qui pourrait l'être, enfin, le monsieur en question, quoi. Voilà. Personne d'autre? Non. Donc, ça, alors, est-ce qu'il y a de la place encore pour après-demain? Vous êtes disponible ou pas en ce moment? Après-demain? Non. Ah bah alors, d'accord. Je travaille dans le commerce. Et c'est quand vous ne travaillez pas? Demain. Ah, je peux pas là, parce que c'est sur 48 heures. Donc après, je sais plus mon emploi du temps de vendredi. Ah oui, ça va être compliqué, ça. Sinon, il faut que j'appelle ma responsable et que je négocie avec elle maintenant. Je suis à l'hôpital et en fait, il me faudrait une journée soit jeudi ou soit vendredi. Non, c'est la deuxième semaine d'Axel. J'ai pas de moyens cette semaine, je peux pas. Il n'y a pas moyen de me libérer cette semaine. Oui. Mais jeudi, il va falloir que vous veniez pour la prise de sang. Vous pouvez pas non plus? Je fais une journée complète. Ah bah oui, on en a... Je fais des journées complètes. En fait, là, c'est vraiment... On a changé d'emploi du temps parce que... Voilà, c'est les 2 premières semaines de solde et que... Voilà. Ah oui, mais vous savez casser une jambe, hein, ça ne vaut pas. Vous seriez à l'hôpital, hein.
Donc, Je peux pas vous dire, comme les mais- patrons n'ont pas... En fait, c'est pas la responsable du magasin qui a fait les emplois du temps, c'est le patron lui-même qui a désiré faire les plannings. Et il n'a pas voulu embaucher d'extra. Donc on est 3 pour un magasin de chaussures de 140 mètres carrés. Oui, mais d'accord, moi j'en sais rien, mais c'est... Comment on fait? Je sais pas. Vous avez jusqu'à mardi prochain pour faire par médicament. Et si vous n'y allez pas, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils sont très stricts en fait. Donc je risque ma place de travail. The day that I went in for my abortion, my friend Jasmine picked me up at home, and we went to Planned Parenthood, and I remember just being very nervous. And when we were driving in, we saw a few picketers outside with signs saying that I was going to go to hell, or, you know. So I did face those people, and for part of it, I closed my eyes, you know. Because you don't want to feel those things, especially when you're going to do something so vulnerable and so, you know, emotional. Leading babies in to murder their children. That's what you're standing here for, death. And you're going to be judged. You're going to be judged by the 10 Commandments. Thou shalt not kill, thou shalt not lie. They brought me into the room where they do the procedure, and the room was freezing cold, and I just, like, tears just started running down my face. I just started crying, and I didn't hear a heartbeat or anything like that. She asked me if I wanted to see it, and I said no. I said no, I can't see it, because if I saw it, I would have, I don't know, I would have wanted to run out the door, and I wouldn't have run out the door. So it would have been like a very, very insane moment, and that's the only way I can, like, express that. So I knew I had to avoid that. And then I passed out. Je me souviens quand même relativement bien de cette salle, du lit en parallèle, de cette sensation à l'échographie de sentir... C'est bizarre parce que l'échographie, c'est quand même une scène qu'on voit souvent, qui a quand même été beaucoup imagée au cinéma. Donc on se l'imagine tous un peu dans nos têtes. On en a tous une idée, même si on n'en a pas tous eu, on sait ce qu'est une échographie. Donc de le vivre toi dans un moment où t'es pas dans un moment de réjouissance, de grossesse, t'es pas accompagné de ton copain à côté de toi qui te tient la main et vous êtes content de voir l'image. Ce qui est souvent l'image qui est projetée. Être dans cette situation, mais dans un scénario complètement différent, c'est très très bizarre. Mais bizarre dans le sens que ça te... Encore une fois, ça te... T'es en train de faire une espèce de vie parallèle qu'on t'a jamais vraiment expliqué, dont on t'a jamais parlé, dont on n'entend pas parler, et là, t'es en train de vivre ça. Puis,
Donc dans aussi quelque chose qui m'a marqué, donc dans cette salle, il y avait un portrait, il y avait une peinture au plafond. Et c'était une espèce d'aquarelle qui décrivait une scène. C'était un enfant qui tenait un ballon rouge à côté d'un étang. Puis c'est une scène d'été. Puis il y a c'est dans un parc. Puis donc il y a des gens. C'est un peu flou maintenant dans ma tête, mais il y avait des gens, je pense, dans le parc. Mais tu sais, ça m'est vraiment resté à l'esprit. C'est cette image de l'enfant qui tient un ballon rouge à côté de l'étang. Et ça, c'était l'image qui était juste... Donc, t'as la chaise médicale et t'avais le portrait, le tableau qui était vraiment collé au plafond. Donc, quand t'étais assis dans la chaise, c'était vraiment ça que tu regardais. Donc, c'est l'image que j'ai regardée tout le long de la première rencontre et tout le long de la deuxième rencontre de l'intervention jusqu'à temps que tu tombes un peu dans les vapes et tu te souviennes plus de rien. Il y a une image pour moi qui me reste de cet avortement-là, c'est l'image de quand ils ont comme aspiré le bébé, ou le fœtus, le bébé, là. C'est un bébé en tout cas. Ils l'ont mis dans un pot, puis ils me l'ont montré. Puis ça, on m'avait pas fait ça à mon premier avortement. Puis je savais pas qu'ils faisaient ça, puis ça m'avait pris par surprise parce que, tu sais, ils m'ont pas demandé, tiens, est-ce que tu aimerais le voir ou... Ils l'avaient mis dans un pot, puis ils me l'avaient montré. Tu sais, il y a des raisons pour ça, là, mais je sais pas... Finalement, j'ai pas trouvé la raison pour laquelle ils me l'avaient montré. Je veux dire, je pense pas qu'ils ont fait ça pour me punir, là, ou je pense pas que... Je sais pas, mais je sais que c'est une image qui vraiment m'a marquée, là, tu sais. Désolée, pardon. Merci, je t'aime. Désolée, pardon. Merci, je t'aime. Les médecins, j'ai pas souvenir qu'ils m'aient proposé quoi que ce soit sur l'avortement. Je pense qu'ils ont plutôt dit que le délai il était dépassé et ils ont pas dit vous pouvez aller ailleurs. Parce que justement, c'est nous qui avons fait les recherches. Et après, on a vu qu'en Hollande, il était encore temps. J'ai vraiment rien gardé de mon avortement. J'ai effacé certaines choses, je pense, inconsciemment, et j'ai rien gardé de cet avortement. Même ma mère, elle a jeté des choses, donc je pense que c'était clair et que on voulait rien garder de ça. Bon, ça a été une bonne chose quand même, parce que t'aurais gâché ta vie, hein, c'est ce que je pense. Hein, Ah non, mais j'aurais pas pu. De toute façon, c'était impensable. Ah, je pouvais pas. Mais je me rappelle que quand t'as annoncé que j'étais enceinte, et c'est après, quelques jours après, je pense que tu m'as dit, moi aussi, j'ai avorté. Oui. Je me rappelle de ça aussi, quand tu m'as dit que, écoute, moi aussi... à mon avis, c'était pour me rassurer. Oui, c'était pour te rassurer. Mais moi, je dis toujours, il y a toujours... plusieurs fois que je dis. Je dis, moi, j'avais 20 ans, c'est pas pareil. T'étais tellement jeune, je veux dire... Ouais, c'est vrai. Je pense qu'à n'importe quel âge, dans tous les cas, c'est quand même pareil. Oui. Bon, sauf que c'est sûr, à 20 ans, t'es beaucoup plus mature que 15 ans. Mm. Mais tu le vis à peu près, je pense, de la même manière. Parce que dans tous les cas, je pense que même si t'es entourée, tu le vis seule. Mm. L'avortement, tu le vis toute seule, même si t'es bien entourée. Heureusement que t'es entourée quand même, parce que ça t'aide. Mais, ouais. I'm talking to my mother on the phone.
before I even say a word, I start crying. Like, I couldn't even talk to my mother. And I wasn't even going to talk to her about my abortion. That's not even what I was going to talk to her about. And she says to me, I'm so sorry. She said, I'm so sorry about your abortion when you were 16. This is like 16 years ago. And my mother has never, ever mentioned it to me. Ever. We've never talked about it. And she said, well, I felt like I didn't want to be seen as a bad mother by your father. So I didn't want you to be like a pregnant teen having a baby because I thought that your father would see me as a bad mother. And that was like the reason why she thought that I should get an abortion. We talk a little bit more about like abortion and about like how I'm feeling and like how I feel like I really want to do something about it and meet more people who've had abortions and like process that experience. And she's like, well, you should. Can I get a receipt also? Okay. So, can you tell me how old you were when you had an abortion? I was 23. In the 70s and then in the early 80s when I had mine, it was more acceptable and it was considered a medical procedure. So then this whole conservative Christian coalition movement in our country, I would say now we would move to your generation where it is less acceptable and the baby killer label, that came around later, probably not until, not staying outside of clinics and all that until after I was lucky enough, and I appreciate it. And I really appreciate it now that I was at a time when it was acceptable. And I want us to get back to that. So that's why I work for, women's reproductive rights and freedoms. Mais même si je fais ça, je crois qu'on va commencer tout de suite. Si. Bon, regarde, je m'écris pendant 10 minutes. Ce qui va se passer, c'est que là, on va stopper la grossesse. Vous allez prendre un médicament et ça va stopper la grossesse. Ça va pas évacuer ce qu'il y a à l'intérieur de votre utérus, mais ça va la stopper. Vous avez déjà eu un avortement? Moi, j'en ai fait 3. Ah oui. D'accord. Et j'ai eu des fausses couches. Et j'ai pas... Et vous avez des enfants? Et j'ai un enfant. Oui. Et du coup, on peut avoir eu plusieurs IVG et on peut très bien aussi le vivre de manière hyper différente selon le moment où on le fait. Et sur la question, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti de commun et ce que j'entends de la part des femmes, le plus souvent, ce qu'on entend avec Élise, c'est la question du soulagement. C'est-à-dire que la question du blues, elle peut être quand on est dans un contexte familial ou de couple où c'est compliqué parce qu'il y a un doute, parce que c'était un projet, parce que plein de raisons. Mais souvent, les femmes, elles sont assez sûres de ce qu'elles veulent, de stopper cette grossesse-là. Et il y a des femmes qui culpabilisent de ne pas culpabiliser. Souvent, nous, ce qu'on remarque, c'est que les femmes, elles n'en parlent pas autour d'elles. Pas parce qu'elles sont fières d'avorter ou de quoi que ce soit, c'est qu'elles ont peur d'un regard. C'est normal, c'est l'avortement, c'est... Voilà. C'est quoi?
Après, c'est surtout déjà, après par rapport à la religion, déjà, c'est interdit dans toutes les religions. Tout à fait. C'est mal vu, exactement, si tu veux un enfant, voilà. Millions of people around the world will have an abortion each year. But the majority of those people will never talk about their abortion experiences. What if millions of people broke their silence and told the truth about their lives and their choices? This is Melissa Madera in Pembroke Pines, Florida, and you're listening to the Abortion Diary podcast. I'm super grateful in my life now that I don't have this child, but I think at the time I was really sad about it. And I can only say that I wish that it happened differently, right? I wish that I would have been consulted at least about what was happening in my body, or talked to, or given the opportunity to think about it. I'm not saying that I would have made a different choice. I think probably if I would have talked about it and understood the magnitude of becoming a parent at 17 or 18, I would have probably made the same decision. I would have come to that same decision. But I would have liked to have been the one to come to that decision. And I wasn't. And I think that that has created a lot of trauma around this experience that didn't have to exist. And it's around like not being able to make choices for myself or even talk about it afterward. Donc c'était un matin où j'allais à l'université. J'attends le métro et quand le métro arrive, les portes ouvrent et il y a plein de gens qui descendent soudainement et qui tiennent une fille qui vient de s'évanouir, donc qui a à moitié perdu connaissance. Et il y a un monsieur qui la traîne et l'assoit sur le banc. Et moi, je m'approche, je dis « Je suis secouriste, est-ce que je peux vous aider ?» Tout de suite, j'ai réagi, je commence à lui poser ces questions. Et donc, rapidement, j'apprends que la fille était à jeun. Donc, elle a fait un malaise. Et en lui posant plus de questions, j'apprends qu'elle est à jeun parce qu'elle s'en va se faire avorter, mais qu'elle n'est pas accompagnée, qu'elle est toute seule et qu'elle prenait le métro jusqu'à l'hôpital. Et moi aussi, de mon côté, je fais comprendre à la fille que si elle veut, je vais l'accompagner à l'hôpital avec elle et tout. Et donc j'apprends, c'est ça, que la jeune fille en a pas parlé à personne, qu'elle veut absolument pas que ça se sache autour d'elle. Et donc, je lui explique que je l'ai vécu moi aussi il y a 2 ans, que même chose, j'en ai pas parlé à personne, que je comprends, que j'allais pas en parler. Mais donc, c'est ça, j'attends à l'hôpital, à l'accueil avec elle jusqu'à l'intervention. Et puis... ouais, ça me faisait tellement du bien de l'accompagner. Et ouais, il y avait vraiment quelque chose de thérapeutique là-dedans pour moi. Tu sais, je m'étais dit, au moins, ça, j'ai réussi à aider cette jeune femme-là. Je pense qu'il y en a plein d'autres à aider, mais au moins celle-là, je l'aurais aidée. Puis elle sait qu'elle n'est pas toute seule, que moi, je l'ai vécue de la même manière. Et ouais, c'est ça, je me sentais super bien, j'avais envie d'en parler à tout le monde, mais bon, comme personne ne savait ça de moi, je ne l'ai pas dit, je l'ai gardé pour moi, mais ça avait vraiment fait du bien. Ça avait fait un peu clôturer le cycle, tourner la page, je sais pas. So at the time I said that I didn't want to see the sonogram, but really I did, but I knew that I couldn't. And it wasn't until this year in July that I went there just like on a Saturday and said, I had an abortion in 2015 and I'm just wondering if it's, I know this is like a fat chance, but like, do you have like copies of the sonogram? And they're like, oh, we'll look
have a seat. And then I sat there waiting, and I felt like I was reliving the whole moment again. And I was like, what am I doing? But I was okay because I made this choice to go in there, and I wanted to see it. I have it here. I didn't open it until I actually had planned to go to my friend's grave, who recently passed away, and I told myself that I was only going to open it with her. So I sat there with her at the grave, and I opened it, and she knew about the abortion. And I just kind of prayed and just asked her to like watch over it if it is a thing, you know, and it has a spirit. And I looked at it and I felt okay. Like I had felt okay, which I wasn't expecting, you know. Je pense que de garder le silence, ça m'évitait de me confronter à beaucoup de questionnements que moi-même j'avais. Ça m'a fait beaucoup poser de questions sur moi, sur comment ça se fait que je pensais être capable de garder un enfant dans une grossesse non désirée. Et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas fait ça, finalement? Je me suis dit pourquoi est-ce que je pensais... Qu'est-ce que je pensais de l'avortement, en fait, vraiment avant? Pourquoi est-ce que je pensais que c'était une question d'être capable, pas capable de garder un enfant? Puis aussi, je me disais, mais comment ça se fait qu'on en parle aussi peu? Puis, tu sais, je pense que j'étais capable de nommer seulement un film d'une jeune fille qui tombe enceinte jeune. C'est Juno, puis la fille, elle le garde. J'ai eu une super bonne éducation. J'ai eu une super bonne famille qui m'a toujours encadrée, entourée. J'ai toujours eu tous ces systèmes qui étaient à ma portée. Et si je l'ai vécu comme ça, j'ai senti qu'il y avait un trou dans ma vie, dans cette éducation, c'est que je représente bien le fait que oui, il y a bel et bien un trou dans notre société à ce niveau-ci. En fait, ça veut dire qu'on ne voit rien dans l'utérus. Ça veut dire que c'est pas encore accroché. Dans les histoires, il n'y a jamais, tiens, elle a baisé, puis finalement elle a une grossesse, et puis en plus elle a fait le choix d'arrêter sa grossesse parce que c'était pas le moment. Ça n'existe pas, ça. C'est impossible. C'est quand les choses dans l'éducation, elles changeront. Quand on fera vraiment des choses comme ça, que ça bougera. Moi, j'aurais peut-être voulu entendre, oui, Sarah, dans ta vie, si tu couches avec des hommes, avec une pénétration vaginale, peut-être qu'il y a un risque que tu aies une grossesse, et puis c'est pas grave s'il y a une grossesse dans le sens où ça arrive, c'est quelque chose qui arrive. Alors on nous reproche de banaliser les choses, et puis il y a une femme sur deux qui a une grossesse non désirée dans sa vie, puis on n'est pas tout seul. Donc à un moment donné, il y a vraiment un truc à faire là-dessus, quoi. Moi, j'aurais bien voulu entendre ça, en tout cas. You look like a raptor right now. I think I always imagined myself like growing up and getting married and being like the perfect child of my mom. So like everybody else had done what they did, but I was gonna be perfect, and I was gonna marry a man, and I was gonna buy a house, and I was gonna have a baby, and I was gonna have a newfie. Then I also realized as I got older that, my aunt was actually an image to me that I wanted to become. I was like, she has the perfect life. She's married, she has 2 sons, she has a dog, everybody loves each other, it's perfect. And then when I was like 24, she told me she was miserable. And I was like, wait, what? What do you mean? You have like the husband, the house, the fence, the dog, the kids. And then she was like, I'm just not happy. I don't feel satisfied in any sort of way. And that was like the first point in my life that I realized that, hey, maybe I don't want the same thing that my aunt has. Maybe that's not what everybody's life is like. Yeah. You know what? Growing up with you, though,
I can see why you would. So from being able to make the decision to have an abortion, and because of that, I've been able to slowly sort of live my life in the way that I want to. In other words, consciously instead of passively. Where before I was definitely living in a passive state. Where now I'm very aware of the decisions that I make. And I think part of the reason why that is, again, is because of the abortion, but also because I always knew that I didn't want to be like my family. I didn't want to end up like any of them, the way they struggle, the way they deal with parenthood, the way they're not there for their kids, you know. So having the abortion has allowed me to break the cycle. When I have kids, hopefully someday, I will teach them my way and not, you know, the way that I was taught. So in a sense, this abortion allowed me to become the woman that I want to be and the woman that I want to be for my family someday. Bah, l'avortement, ça m'a permis de partir et de quitter la région. Et je veux dire, même si on a eu cet avortement, on a continué, quoi. On est libre. Pour moi, c'est une liberté. Et c'est seulement après que j'ai... Enfin, je vous l'ai dit longtemps après. Hein. Ah, moi, tu me l'as dit il n'y a pas longtemps, hein. Peut-être... 1 an? L'année dernière? Ouais, un peu plus, 2 ans. 2 ans? 2 ans, ouais. Bah, c'est vrai que toi, enfin, même Florine, quand après, je me suis dit, t'étais jeune, quoi, le fait d'avorter à 15 ans, enfin... En plus, à cette époque-là, je me rappelle, au collège, t'en avais plein qui tombaient enceintes et qui les gardaient tous. T'en avais pas une qui avortait, en fait. Tout le monde au collège, il les gardait. Et je me suis dit, t'as eu le courage, quand même, de monter en Hollande, de dire ça à tes parents alors que t'étais enceinte de 5 mois. Et de monter jusqu'en Hollande, et franchement... Abortion was in January of 2001. So my name is Megan, and if I hadn't had an abortion, I would have a 5-year-old right now. It felt a little different. I was having sex for the first time. I was older. Since November of 2013, I have listened to and recorded the stories of 289 people, and I've traveled around the US and abroad, and I'm still traveling, recording people's stories. In talking to so many people about their abortions, now I realize that it is a big experience. It is a life-changing experience, but we don't talk about it in that way. Like we don't express ourselves in that way when we talk about abortion. But when people tell me their stories, they start talking about like how that experience shaped them as people. And so now, like when I process my own experience, I realize that I've had that same experience. Like this was like a huge experience in my life, and it shaped me in so many ways, and it still does. Like it still has an effect on me and how I behave in the world as a person and as a woman. And I hadn't realized it until so many years later. Je pense que la question de l'avortement, c'est vraiment le droit, c'est une phrase un peu bateau, quoi, mais le droit de disposer de son corps et de pouvoir décider de quelque chose. Le statut des femmes fait que dans la société, on ne décide pas grand-chose en permanence et que toutes les femmes ne peuvent pas décider des choses. Mais sur la question du corps et sur la question de la grossesse, je pense que on a un pouvoir pour soi-même et pour la suite. Voilà, on a une loi, on a des choses, on a cette possibilité-là si on se l'offre et si on sait qu'on a ce droit-là aussi.
Et du coup, pour moi, et moi, pour voir plein de femmes qui font demande d'avortement, moi, je leur dis souvent, mais vous êtes experte de vous-même, vous savez ce choix-là, pourquoi vous le faites, vous savez pourquoi vous êtes au planning, faites-vous confiance, vous savez, voilà, que, bah oui, c'est pas cette grossesse-là, et que c'est mon choix, et voilà, laissez personne juger de ça, vous êtes quand même la meilleure personne pour le savoir. Il est pas à l'envers. Il est à l'envers. Oh, c'est pas grave. Ouais, on pense de faire remarquer dans les pailles. Moi, j'ai jamais été malheureuse d'avorter. On peut avoir un doute, un questionnement, mais j'ai jamais été malheureuse d'avorter. J'ai trouvé ça plutôt chouette que j'ai le choix à ce moment-là, quoi. Et c'est pour ça que je me bats pour ça. Parce que j'ai envie que les gens aient le choix.